Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue à cette vidéo sur le test d'évaluation de français, en abrégé TEF. Vous allez entendre des conversations entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Tu entends bien avec tes nouveaux écouteurs sans fil? Oui, le son est super clair et ils tiennent bien dans mes oreilles. On a tout pris? Il ne manque rien pour le dîner? Attends, je vais vérifier la liste avant de passer en caisse. On va mettre combien de bougies sur le gâteau? 10. C'est l'anniversaire de ma petite sœur. Ta valise est prête pour demain? Oui, j'ai mis tous mes vêtements et mon passeport dedans. Chers usagers, en raison d'une révision technique imprévue, l'ascenseur principal du bâtiment administratif sera hors service jusqu'à nouvel ordre. Nous vous invitons à utiliser l'escalier ou l'ascenseur de service situé à l'arrière de l'édifice. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience. Madame, monsieur, nous vous rappelons que la période de renouvellement des abonnements annuels à la médiathèque s'achèvera ce vendredi à 18 heures. Passé ce délai, les accès aux services numériques et aux emprunts d'ouvrages seront automatiquement suspendus jusqu'à régularisation. Pour toute information complémentaire, adressez-vous à l'accueil. Chers voyageurs, nous vous informons qu'en raison d'une intervention inopinée sur les infrastructures, certains départs de la ligne interurbaine subiront des ajustements horaires ce lundi. Nous vous recommandons de consulter l'affichage mis à jour ou de vérifier les nouvelles heures de départ sur notre site officiel avant votre trajet. Chers clients, nous vous informons que, suite à un problème d'approvisionnement, certains produits frais ne seront pas disponibles dans nos rayons aujourd'hui. Nous mettons tout en œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. Vous allez entendre des messages sur votre messagerie téléphonique. Indiquez pourquoi la personne appelle.
Bonjour Madame Lemoine, ici la secrétaire du cabinet du docteur Morel. Je vous appelle pour vous rappeler votre rendez-vous médical prévu demain à 15h30. Merci de nous prévenir si vous devez le reporter. Bonne journée. Salut Lucas, c'est Emma. Juste pour te dire que je suis bien arrivée à l'aéroport. Mon vol est à l'heure, donc pas de souci. Je t'envoie un message quand j'atterris. À plus. Bonjour Monsieur Bertrand, ici Sophie de la mairie. Je vous appelle pour vous rappeler que la réunion sur les nouveaux projets urbains aura lieu demain à 18 h à la salle municipale. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée. Bonjour Monsieur Caron, ici Nathalie de la banque BCF. Je vous contacte pour vous informer que votre nouvelle carte bancaire est arrivée. Vous pouvez passer en agence pour la récupérer dès que vous le souhaitez. Bonne journée. Et Alex, c'est Jules. Juste pour te dire que je suis devant chez toi. Je t'attends dans la voiture, pas de stress. À tout de suite. Bonjour Madame Perrin, ici l'atelier Auto Plus concernant votre voiture. Nous vous informons que les réparations sont terminées et que vous pouvez venir la récupérer quand vous le souhaitez. Bonne journée. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Est-il préférable de suivre des traitements naturels ou de privilégier la médecine conventionnelle? Indiquez si la personne interrogée, A, préfère les traitements naturels. B, fait entièrement confiance à la médecine conventionnelle. C, pense qu'une combinaison des deux est la meilleure approche. D, ne croit pas que la médecine soit toujours nécessaire. Depuis plusieurs années, j'ai complètement arrêté les médicaments chimiques. Je me soigne uniquement avec des plantes, des huiles essentielles et des méthodes naturelles comme l'acupuncture ou l'homéopathie. Je pense que notre corps a la capacité de s'auto-guérir si on lui apporte ce dont il a besoin. Les médicaments classiques ont souvent des effets secondaires qui peuvent être pires que la maladie elle-même. Je comprends que certaines personnes préfèrent aller voir un médecin, mais moi, je fais confiance aux remèdes naturels, et jusqu'à présent, ça a toujours très bien fonctionné pour moi. Personnellement, je ne prends aucun risque avec ma santé. Si j'ai un problème, je préfère consulter un médecin et suivre un traitement éprouvé. La médecine moderne repose sur des années de recherche scientifique, sur des études cliniques rigoureuses,
et je trouve ça bien plus rassurant que des remèdes dont on ne connaît pas vraiment les effets. Bien sûr, je ne dis pas que tout est parfait, et certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires, mais je préfère ça à l'incertitude des traitements naturels. À mes yeux, la médecine traditionnelle est la seule vraiment fiable. Je ne suis ni complètement contre les traitements naturels, ni totalement convaincu par la médecine classique. À mon avis, il y a du bon dans les deux. Pour des petits maux du quotidien, comme un rhume ou des douleurs musculaires, j'aime bien essayer des remèdes naturels. Mais quand il s'agit d'un problème plus sérieux, je préfère consulter un médecin et suivre un traitement adapté. Je pense que l'un ne doit pas exclure l'autre. On peut très bien prendre un médicament et, en parallèle, utiliser des méthodes naturelles pour mieux supporter les effets secondaires ou accélérer la guérison. Vont avoir des effets secondaires, mais je préfère ça à l'incertitude des traitements naturels. À mes yeux, la médecine traditionnelle est la seule vraiment fiable. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante, faut-il rendre l'université gratuite pour tous? Indiquez si la personne interrogée, A, pense que l'enseignement universitaire ne devrait pas être facturé. B, estime que les étudiants doivent payer leurs études. C, considère qu'il faudrait un modèle mixte avec des aides financières. D, pense que seule une partie des étudiants devrait bénéficier de la gratuité. À mon avis, l'université devrait être gratuite pour tout le monde. L'éducation est un droit fondamental. Et personne ne devrait être privé d'études à cause d'un manque de moyens financiers. Il y a tellement de jeunes talentueux qui ne peuvent pas poursuivre leurs études simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et c'est vraiment injuste. En rendant l'université gratuite, on offrirait les mêmes chances à tout le monde et on permettrait à chacun d'accéder aux études supérieures, quel que soit son milieu social. Je pense que c'est un investissement sur le long terme qui profiterait à toute la société. Honnêtement, je pense que les étudiants doivent payer leurs études. L'université coûte cher à l'État, et il ne serait pas juste que tout soit financé par les impôts, y compris ceux de personnes qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'université. Payer pour ses études, c'est aussi une manière de se responsabiliser. Les étudiants prennent leurs cours plus au sérieux quand ils savent qu'ils ont investi de l'argent dedans. Bien sûr, il faudrait que les frais restent raisonnables et que des bourses soient disponibles pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais rendre l'université totalement gratuite n'est pas une bonne idée selon moi. Il faudrait que les étudiants qui viennent de familles modestes puissent bénéficier de la gratuité ou d'aide financière, tandis que ceux qui en ont les moyens pourraient contribuer à leurs frais de scolarité. De cette manière, on évite de pénaliser les étudiants défavorisés tout en assurant un certain financement pour les universités. Il faudrait aussi revoir le système des prêts étudiants pour éviter que les jeunes commencent leur vie active avec des dettes trop lourdes. Bref, il faut trouver un équilibre entre accessibilité et viabilité économique. Mon moi. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez à la question.
On nous vante sans cesse les mérites du progrès technologique, comme s'il allait résoudre tous nos problèmes, de l'épuisement des ressources à la crise climatique, en passant par les défis éthiques liés à l'intelligence artificielle. Mais à quel prix? Prenons l'exemple des nouvelles interfaces neuronales, censées nous permettre de contrôler des machines par la pensée. Une avancée fascinante, certes, mais qui pose une question fondamentale, sommes-nous encore aux commandes, ou déléguons-nous peu à peu notre autonomie à des systèmes qui nous échappent? L'histoire nous a déjà montré que chaque bond technologique s'accompagne de conséquences inattendues. Internet devait démocratiser l'accès au savoir, et pourtant, nous assistons aujourd'hui à une fragmentation de l'information et une polarisation des opinions. Les réseaux sociaux ont rapproché les individus, mais ont aussi engendré une économie de l'attention où la nuance disparaît au profit du sensationnalisme. Alors, ne devrions-nous pas nous interroger sur cette fuite en avant? Sommes-nous réellement en train de progresser, ou simplement d'avancer, sans trop savoir vers quoi? Après tout, une innovation n'a de valeur que si elle sert l'intérêt collectif, et non si elle nous enferme dans une dépendance toujours plus grande à des outils que nous comprenons de moins en moins. On aime croire que l'histoire est un récit figé, un enchaînement d'événements documentés et incontestables. Pourtant, ce que nous retenons du passé est souvent le fruit d'une sélection minutieuse, dictée par des intérêts politiques, économiques ou culturels. Prenons l'exemple des grandes découvertes. Dans les manuels scolaires européens, elles sont racontées comme une épopée glorieuse, un âge d'or de l'exploration et du progrès. Mais du point de vue des peuples colonisés, ces « découvertes » ont surtout marqué le début de siècles de domination, d'exploitation et d'effacement culturel. De la même manière, certains personnages historiques sont célébrés comme des héros, tandis que leurs actes les plus controversés sont édulcorés, voire effacés. Napoléon est souvent admiré pour ses réformes, mais combien de manuels insistent sur le rétablissement de l'esclavage en 1802? Aux États-Unis, Martin Luther King est unanimement salué pour son combat pacifique, mais on oublie qu'il était aussi un farouche critique du capitalisme et de la guerre du Vietnam, des positions bien moins consensuelles. Alors, comment distinguer l'histoire des récits que l'on nous en donne? Peut-être en nous rappelant que chaque mémoire nationale est construite sur des oublis volontaires et des silences stratégiques. Après tout, ce qui est enseigné en dit souvent plus sur ceux qui écrivent l'histoire que sur ceux qui l'ont vécue. Et puis enfin, l'annonce est tombée dans la matinée. Rafael Nadal va prendre sa retraite. Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière. On le pressentait depuis quelques mois, quelques semaines. L'Espagnol l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il tire donc sa révérence à 38 ans, après une carrière mémorable qu'il aura vu se construire l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis. Cédric de Oliveira. Le visage en gros plan, Rafael Nadal explique la décision qu'il a longtemps repoussée par amour du jeu, des exploits et des trophées. Sur cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol 38 ans l'assure, cette fois c'est fini pour de bon. Meurtri par les blessures ces dernières années, il va bien arrêter sa carrière. Je suis ici pour vous dire que je quitte le monde professionnel.
La réalité, c'est que les dernières années ont été très difficiles. C'est évidemment une décision qui m'a demandé beaucoup de temps de réflexion et je pense que c'est le moment opportun pour mettre un point final à cette carrière très longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer. Outre ses batailles parfois homériques avec ses rivaux Federer et Djokovic, Nadal s'est bâti un palmarès hallucinant. 92 titres en individuel, 22 tournois du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, auxquels il faut ajouter 5 Coupes Davis avant un ultime défi dans un mois. T'es moche, t'es grosse, tu pues. Dégage, tu fais honte à notre classe. Tu ne mérites pas de vivre. Pendant des années, Yuka, 8 ans, a vécu un enfer. Elle était le souffre-douleur de sa classe. Un jour, à bout, elle a dit à sa mère, Aiko, qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Je lui ai expliqué que l'instruction étant obligatoire, elle ne pouvait pas sécher les cours. Puis, tous les matins, je l'ai amenée de force à l'école. Mais une semaine plus tard, elle m'a dit « Je n'ai envie que d'une chose, mourir ». Ça a été un choc terrible. Ce sont les pires mots, je crois, qu'une maman puisse entendre dans la bouche de son enfant. J'ai alors compris combien la situation était gravissime et je me suis dit que la seule façon d'éviter la mort de ma fille, c'était que moi-même je change de vie pour être en mesure de lui venir en aide. Aiko a pris un congé sans solde pour avoir le temps d'écouter sa fille, de consulter des spécialistes, d'essayer de trouver une solution. Avec succès, début septembre, après plus d'1 an d'absence, Yuka a repris le chemin de l'école. 700 000 élèves japonais sont victimes de harcèlement. Un chiffre en hausse constante depuis 20 ans et sous-évalué selon les associations. Beaucoup de victimes endurant leur calvaire en silence, par peur de représailles si elles se confiaient. Un autre facteur est souvent invoqué par les écoliers en refus de scolarisation. Le reproche qui leur est fait en permanence de ne jamais en faire assez pour exceller. Harcèlement et pression scolaire sont d'ailleurs intimement liés selon les experts. Les harceleurs s'en prennent à ceux qui incarnent le moins l'excellence, les cancres, les nuls en sport, etc., car ces enfants les stressent au plus haut point, puisqu'ils les renvoient à leur propre hantise de ne pas être à la hauteur des attentes. Des centres d'enseignement spéciaux existent au Japon pour les enfants qui sont en refus de scolarisation. Kawatai et Rikuto, 19 et 14 ans respectivement, fréquentent une école de ce type. Ici, le chacun pour soi n'est pas permis, que cela soit l'esprit de compétition ou être à tout prix le premier de la classe, donc écraser les autres et tout cela. La règle, c'est l'entraide, le principe, c'est aucun élève ne progresse si le groupe dans son ensemble ne progresse pas. Ça change la vie. Je me sens en sécurité ici. On fonctionne en petits groupes. Chacun peut progresser à son rythme et quand je n'ai pas compris, on ne m'engueule pas. On me félicite de l'avoir dit. Du coup, j'ai repris confiance en moi. On m'avait toujours traité de gosse à problème. Mais là, je commence à me dire que peut-être je deviendrai un adulte normal. Mais ces écoles alternatives ne sont pas assez nombreuses et il s'agit souvent d'établissements privés, donc assez chers. Dès lors, 38% des mineurs japonais en refus de scolarisation, soit plus de 100 000 jeunes, ne sont aucunement pris en charge sur le plan éducatif. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
C'est dans un musée situé dans une petite ruelle en plein cœur de Sungei-Wei que Ding Ho-Chai observe les vestiges du passé. Devant les vitrines remplies d'objets historiques, ce Malaisien issu de la communauté chinoise raconte l'histoire de son village. Après l'occupation japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques sont revenus ici. Le communisme était assez fort et ils ont interné tous les Chinois dans cet espace. Et ils les ont mis ici, dans notre village. Et donc ils contrôlaient par exemple votre nourriture. Combien de personnes restaient ici ? À l'époque, il devait y avoir 650 maisons environ, que je pourrais vous montrer tout à l'heure. C'était surtout des Chinois. C'était ceux qui principalement soutenaient le communisme malaisien. À ses côtés, Yuri Tan, une Malaisienne descendante de Chinois résidant dans le camp de Sungei. Elle échange régulièrement avec sa grand-tante pour en savoir plus sur l'histoire du kampung et de sa famille. J'ai juste dit à ma tante, si j'ai le temps, je ferai une lettre et je la posterai sur Facebook ou ailleurs. Et ça aide beaucoup à ce qu'elle me dise tout. J'ai beaucoup plus d'éléments sur l'histoire, plus de choses à raconter. Parce que la vraie histoire n'est pas forcément dans un livre. Ce sont les anciens qui en parlent le mieux. Ces deux Malaisiens, attachés au devoir de mémoire, suivent régulièrement les polémiques en Malaisie autour des kampungs. Le dernier débat en date portait sur l'inscription de ces villages au patrimoine mondial de l'UNESCO, une proposition sur laquelle des nationalistes malais se sont opposés. Pour Ding Ho-Chai comme Yuri Tan, la possible inscription de leur village à l'UNESCO est bien accueillie. Oui, on pense que c'est une bonne idée. Les gens connaîtront notre passé. Et ce n'est pas seulement pour les Chinois, mais aussi pour le passé des Indiens, des Malais, pas seulement les Chinois venant de Chine en Malaisie. L'histoire, c'est l'histoire, tu ne peux pas la changer. Ça concerne toute la Malaisie. Ce n'est pas une histoire de race. Tout le monde ou chaque État peut être éligible à une reconnaissance de l'UNESCO. Au total, pendant l'état d'urgence malais de 1948 à 1960, près de 630 camps d'internement pour les Chinois avaient été installés en Malaisie par les colonialistes britanniques. Juliette Pietraszewski, Kuala Lumpur, RFI. Ça va être important de le mettre dans l'eau en arrivant. Venus chercher leur sapin de Noël dans une plantation, ses clients écoutent les conseils pour éviter qu'il ne sèche et ne perde ses aiguilles. Excellent, parce que ça a vraiment besoin d'eau, c'est la nature. Et puis il va revenir comme au printemps. Les acheteurs ne se doutent pas cependant des difficultés de culture que rencontre Junior Belleville, copropriétaire de Mon Beau Sapin. L'augmentation des températures nuit à ces arbres caractéristiques de Noël. Ils poussent en rang serré dans une série de champs enneigés, non loin de la ville de Québec. Le petit sapin, lors des 2 premières années, a besoin de beaucoup de neige pour être isolé du froid. Dans le fond, on a de moins en moins de neige au Québec. Ensuite, les 2 derniers hivers, on a eu des fortes pluies. Après ça, c'est suivi de grands froids. Le gel pousse les sapins en dehors du sol. Ici, on a un sapin mort là, qui a été implanté il y a 1 an. Il n'y a pas assez de neige, il y a trop de pluie. C'est vraiment compliqué. Pour éviter les pertes, Junior Belleville varie les espèces de sapins selon le sol. Il lui faut aussi installer des tuyaux souterrains et des fossés pour éviter que l'eau ne s'accumule. Les pluies hivernales, aujourd'hui plus fréquentes, ont tendance à faire pourrir les racines. Ouais, on va passer à gauche. Ça, c'est les fortes pluies de cette semaine. On voit là, les grandes flaques. Alors regarde ces sapins-là. Ils ont été plantés en même temps que les sapins en haut.
Ils ont environ quoi? 2 pieds de moins. Ils ont de la difficulté avec les fortes pluies. Certains producteurs de sapins doivent se détourner de la culture du baumier, considéré pourtant comme l'arbre caractéristique de Noël au Québec, parce que cette variété déteste les changements de température. Loïc d'Orangeville, professeur en écologie forestière à l'Université Laval, constate le déclin de ce sapin dans l'Est du Canada. C'est vraiment une espèce d'arbre qui est idéal pour la culture, mais là, les changements climatiques viennent un peu brouiller les cartes. On a des sécheresses de plus en plus fréquentes. Donc, ces sécheresses-là, ça impacte particulièrement le sapin parce qu'il y a besoin d'un climat assez constant. Et là, c'est de moins en moins ce qu'on retrouve. Et il est très vulnérable, très susceptible à des insectes, à des pathogènes, à des... L'eau, ressource autrefois perçue comme infinie, devient aujourd'hui un marqueur des inégalités et des tensions géopolitiques. En France, des restrictions s'installent durablement, opposant agriculteurs, industriels et citoyens dans un débat où chaque goutte compte. Ailleurs, c'est une lutte pour la survie. En Californie, l'eau devient une marchandise, tandis qu'en Afrique, elle est souvent une denrée rare et insalubre. Mais le problème ne se limite pas à la pénurie. Il s'agit aussi de répartition et d'exploitation. Faut-il privilégier l'irrigation des cultures ou l'accès à l'eau potable? Développer des technologies coûteuses comme la désalinisation ou repenser nos usages? Ce qui est certain, c'est que l'or bleu n'est plus un acquis. Il est une variable instable, et sa gestion définira l'équilibre des sociétés de demain. Il fut un temps où la visite d'un musée se résumait à une déambulation silencieuse devant des œuvres figées, souvent mal éclairées, accompagnées de cartels austères. Aujourd'hui, la réalité augmentée et les visites immersives modifient en profondeur notre rapport à l'art. Désormais, au Louvre ou au MET, il est possible d'admirer une sculpture sous tous les angles sans même être sur place, ou encore de voir la Joconde reprendre vie grâce à l'intelligence artificielle. Mais ces innovations posent une question de fond. La dématérialisation de l'expérience muséale ne risque-t-elle pas d'amoindrir la valeur même de l'art physique? Loin de se limiter à une simple modernisation des outils, la numérisation des musées s'inscrit dans un débat plus large sur le rôle de l'institution culturelle. Doit-elle être un sanctuaire du passé ou une vitrine du futur? Depuis la crise de 2008, le consensus sur les bienfaits du libre-échange s'effrite. De la guerre commerciale entre Washington et Pékin aux restrictions sur les exportations de terres rares, les nations redécouvrent les vertus du protectionnisme. Mais à quel prix? Si taxer les importations peut protéger les industries locales, cela entraîne souvent une hausse des coûts de production et une riposte des partenaires commerciaux. L'Union européenne elle-même, traditionnellement chantre du libre-échange, adopte des mesures plus strictes, comme la taxe carbone aux frontières. Cette fragmentation du marché mondial marque-t-elle la fin d'une ère? Ou bien assiste-t-on à une reconfiguration de la mondialisation, où chaque puissance tente de redessiner les règles du jeu selon ses intérêts stratégiques?
Peut-on s'approprier le vivant? La question, longtemps philosophique, est devenue juridique avec la multiplication des brevets sur les semences et le génome humain. Si certains avancent que ces brevets encouragent l'innovation scientifique et la recherche médicale, d'autres dénoncent une marchandisation du vivant qui confère un pouvoir inédit aux grandes entreprises. En agriculture, des multinationales brevettent des semences génétiquement modifiées, obligeant les agriculteurs à racheter leurs graines chaque année. En médecine, la propriété intellectuelle sur des séquences génétiques complique l'accès au traitement et freine la recherche publique. À qui appartient la nature? La question n'a jamais été aussi pressante et la réponse aussi incertaine. Observer la Terre depuis l'absenteur, flotter dans l'immensité cosmique. Ce rêve autrefois réservé aux astronautes est désormais une réalité pour les ultra-riches. À coups de millions de dollars, SpaceX, Blue Origin et Virgin Galactic promettent une démocratisation progressive du tourisme spatial. Mais cette quête du sublime a un coût, l'empreinte carbone des lancements est astronomique et les vols restent d'une inutilité criante face aux défis terrestres. Alors, simple lubie de milliardaires aux prémices d'une nouvelle ère? Certains y voient un tremplin vers la colonisation de Mars, d'autres, une impasse écologique et économique. Entre utopie et dérive, l'avenir du tourisme spatial est suspendu entre les étoiles et les réalités terrestres. La transition énergétique est un défi de taille pour tous les secteurs, mais c'est particulièrement le cas pour les industries lourdes comme la sidérurgie ou la production de ciment. Ces secteurs représentent une part importante des émissions mondiales de CO2. La question qui se pose est la suivante. Comment parvenir à réduire ces émissions tout en maintenant la compétitivité des entreprises? Certaines solutions sont sur la table, comme l'utilisation de l'hydrogène vert ou l'optimisation des procédés industriels, mais les coûts restent élevés et les innovations sont encore balbutiantes. La décarbonation des industries lourdes pourrait être un levier majeur dans la lutte contre le changement climatique, mais elle nécessite une volonté politique forte et un soutien économique massif. Dans les dernières décennies, l'essor des énergies renouvelables a redéfini le paysage énergétique mondial. Les pays, jadis dépendants du charbon et du pétrole, investissent massivement dans des alternatives plus écologiques telles que l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique. Cette transition énergétique est non seulement motivée par des enjeux environnementaux, mais aussi par une volonté de diversifier les sources d'approvisionnement et d'assurer une plus grande indépendance énergétique. Toutefois, des défis demeurent. Le stockage de l'énergie, le coût des technologies et la gestion des réseaux électriques sont autant de problématiques qui freinent encore une adoption universelle. Pourtant, cette transformation est inéluctable si l'on veut lutter contre le réchauffement climatique tout en soutenant une croissance durable. Les villes du monde entier sont en première ligne face au changement climatique. Confrontées à une montée des températures, des inondations et des vagues de chaleur, l'adaptation des infrastructures urbaines devient une priorité pour éviter la catastrophe. Cependant, le défi est colossal, comment rénover les systèmes de drainage,
installer des espaces verts et rendre les bâtiments plus résistants. Tout en maintenant une urbanisation en constante croissance, certaines villes, comme Amsterdam et Copenhague, investissent massivement dans des solutions durables. Mais ces efforts nécessitent un équilibre délicat entre développement économique, protection de l'environnement et inclusion sociale. Le changement climatique n'épargne aucune ville, mais les solutions restent multiples, et la capacité d'adaptation d'une ville dépendra en grande partie de sa volonté politique et de ses investissements à long terme. Dans un monde de plus en plus polarisé, les institutions internationales, telles que l'ONU ou l'OMC, sont de plus en plus remises en question. La montée des nationalismes, le retrait de certains pays de traités internationaux et l'isolement des grandes puissances modifient profondément l'équilibre mondial. Pourtant, dans un contexte globalisé, les défis comme le climat, la santé ou les migrations nécessitent une coopération multilatérale. L'avenir du multilatéralisme repose sur la capacité des institutions à se réformer pour rester pertinentes, à préserver l'unité tout en intégrant de nouvelles voies. Si l'équilibre mondial vacille, la question demeure, les grandes institutions internationales ont-elles encore un pouvoir réel face à des puissances nationales de plus en plus indépendantes ? Le transhumanisme, cette idée selon laquelle la technologie peut améliorer les capacités humaines, soulève de nombreuses questions éthiques. L'augmentation par la technologie, qu'il s'agisse d'implants cérébraux, de nanotechnologie ou d'organes artificiels, promet de repousser les limites du corps humain. Mais cette quête pour l'immortalité soulève aussi des inquiétudes concernant les inégalités sociales. Qui aura accès à ces technologies? Ne risque-t-on pas de créer une fracture entre les augmentés et les autres? De plus, il est légitime de se demander où se situe la frontière entre l'amélioration de l'humain et la dérive. Le transhumanisme propose un avenir de perfection, mais à quel prix pour la société et la définition de ce qu'est être humain?